Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Un proche aidant, ça peut être vous, ça peut être moi. C'est en tout cas un parent, un ami, un fils, une fille qui vient en aide à un membre de sa famille ou de son cercle proche atteint dans sa santé ou dans son autonomie. En Suisse, ça concerne près de 2 millions de personnes. Et ce dévouement est souvent assorti de nombreux sacrifices, même si la loi fédérale vient d'être modifiée pour une meilleure prise en charge. Alors quel est le quotidien de ces personnes qui consacrent toute leur journée aux autres et qui aident les proches aidants? Regardez ce reportage de Bernard Novet, on en parle juste après. On va une fois sur deux. Elle a pris l'habitude de nous voir à cause du Covid. Parce que moi, j'ai eu peur que l'isolement recommence. Et alors là, j'ai dit, je vais la voir un maximum avant qu'on soit enfermé. Mais c'est vraiment pas difficile d'aller la voir. On traverse la forêt, on passe un moment avec elle. Et je dois dire que c'est très nourrissant sur le plan personnel. Un vendredi de décembre sur les hauts de Lausanne. Avec son fils Rémi, Françoise Orioli traverse le bois de Sauvablin pour aller retrouver sa maman à la Fondation Boissonnet. Visiter un parent malade, dépendant, s'en occuper parfois comme proche aidant, ce sont des activités que Françoise connaît bien. Mais pour elle, c'est un peu différent. Ce n'est pas de sa maman qu'elle est proche aidante, mais de son fils de 28 ans. Rémi souffre en effet d'autisme. Il vit avec sa mère et lorsque celle-ci travaillait, c'est souvent la grand-mère qui le gardait. Alors il adore aller, surtout que là-bas il y a des gâteaux à la cafétéria. Et puis il adore ma maman puisqu'elle habitait à côté, il allait tout le temps la voir. Et puis mes enfants, je vous dis, ils ont eu la chance d'avoir une grand-maman à la retraite. Vous vous rendez pas compte, les grands-parents, ce que c'est précieux. Une grand-mère précieuse, proche aidante avant l'heure. Rémi est né en 1992. Et avec sa maladie qui n'a pas été diagnostiquée tout de suite, les choses se sont rapidement compliquées. Après une profonde dépression, Françoise se relève et fait face, comme souvent les mamans. Je dormais avec mon fils pour qu'il ne soit pas agité. Je me levais la nuit quand il faisait des crises. Et son père acceptait très très mal, comme beaucoup de pères. Hein. Un père, normalement, il rêve de faire une maison pour sa femme, pour sa famille, avoir des animaux de la terre et tout. Ben, il devait faire une croix là-dessus. Avant que son compagnon ne décède d'un cancer, tous deux se sont démenés pour donner à leur fils des chances de vivre malgré les obstacles. Avec son père, ce fut l'apprentissage de la musique. Aujourd'hui, Rémi joue beaucoup pour des résidents d'EMS ou avec des groupes devenus, hélas, virtuels à cause de la pandémie. Depuis 8 ans, Françoise poursuit seule son chemin de proche aidante, cumulant jusqu'à sa retraite récente son travail et l'accompagnement de son fils, au prix parfois, malgré de solides amitiés, d'un certain isolement. Mais je le connais, j'ai juste des accords. Je ne peux pas m'occuper de Rémi si je suis avec mes amis, vous voyez ? Je ne peux pas aller en exposition, mais bon, j'ai de toute façon privilégié, étant donné le chômage, la maladie, le deuil et tout, j'ai de toute façon privilégié, comme tout le monde, le nid. Oui, pour pas qu'il soit agressé par l'extérieur. Donc, j'ai dû sacrifier des choses sur le développement personnel. Alors ça, énorme. C'est pour ça que je trouve qu'il devrait y avoir des stages pour le développement personnel, rien que pour les proches aidants. Privilégier les siens, gérer au mieux jour après jour, c'est une constante pour bien des proches aidants. Nous sommes à Oron-la-Ville, à une demi-heure de Lausanne. Isabelle Iannuzzi s'est levée à 5h30 pour s'occuper de sa fille. Le lait au chocolat est prêt, dans une sonde, pour le petit déjeuner. Julia ne peut en effet pas avaler toute seule un repas entier. Je dois lui prendre sa glycémie aussi pour voir que tout va bien. Et ensuite, je la descends ici au déjeuner, je la porte et je la mets ici à la table pour lire un livre en attendant que le lait se termine.
Ensuite, je lui donne ses médicaments. Ensuite, je la change, je l'habille, je la nettoie, laver, visage, je mets ses appareils, ses lunettes, pour enfin être prête pour partir avec le taxi à 7h moins quart. Rien, je regarde ce que je te donne, chouchou, je dois tout noter. Tu veux faire ça? Oui, celui-là ou l'autre? Julia est née il y a 8 ans. Elle souffre du syndrome de Charge, une maladie génétique rare qui perturbe le développement de l'enfant. Ses yeux, ses oreilles, son cœur, ses reins, ses poumons sont également touchés. Après 9 mois d'hospitalisation, Julia est pourtant rentrée à la maison. C'était en décembre 2012. Ça va pas ça, la robe? Mais c'est fait chaud, ça? Oui. Je suis super fière de m'être battue pour elle, parce que les médecins nous donnaient un diagnostic très sombre. On nous avait vraiment dit des choses blessantes en nous disant que Julia n'allait pas marcher, n'allait pas parler, n'allait pas pouvoir avoir une vie, voilà. Et Julia, elle marche, elle parle, elle chante, elle court, elle s'amuse avec ses difficultés, certes, avec de l'aide de tout le temps, de la surveillance, mais c'est une petite fille épanouie, quoi. Tu vas juste guigner dehors s'il y a le taxi qui est là? C'est nuit et jour que je m'en occupe, quoi. C'est la nuit, il faut se lever 5, 6, 7 fois par nuit pour voir, pour les cauchemars, pour des angoisses qu'elle a. La journée, c'est s'en occuper, la surveiller, ne pas la, enfin, je ne peux la faire garder à personne parce que les gens, ils sont inquiets. Donc, quand ils la voient s'étouffer et tout, ils ne veulent pas s'en occuper. Donc, ouais, c'est plus que proche aidante. C'est médecin, c'est infirmière, c'est comptable, c'est tout en fait. C'est maman, c'est un peu de tout, quoi. Une fois Julia partie à l'école des sourds à Fribourg, son frère et sa sœur sur le chemin du collège, la ronde des travaux reprend. Oui, bonjour, ce serait pour faire une commande pour Julia. Déjà auprès de l'AI, quand il y a besoin d'un matériel ou quelque chose, on a besoin de faire des demandes à l'AI pour qu'elle soit acceptée, pour les appareils, pour les lunettes. Là, on est dans une demande pour un lit spécial pour Julia. On a fait une demande spéciale pour un vélo aussi. Et tout ça, c'est du temps, c'est des recours, c'est des demandes, c'est énormément de travail. Je pense que ça prend 40 et 50% de la semaine, tout ce qui est l'administration. À la naissance de Julia, c'était prévu, elle est née en février, c'était prévu en juin que je commence une formation en tant qu'éducatrice de la petite enfance. Et malheureusement, avec tout ce qui s'est passé, j'ai dû tout arrêter. Je me suis consacrée à Julia, à mes 2 grands, à la vie de famille pour que ça aille, parce que Julia, il y a beaucoup de médecins et que je ne pouvais pas reprendre. Et puis là, Julia, elle va faire 9 ans en février. Et j'ai dans l'optique de pouvoir recommencer à travailler un petit peu. Donne, il n'a pas été signé ton carnet. Chez Françoise Orioli, c'est l'heure de la gymnastique. Chaque jour, Rémi mène le bal pour le plus grand plaisir de sa mère. Mais pour Françoise, les doutes et les questionnements ne restent jamais bien loin. Si moi je mourrais, c'est le grave problème que les proches aidants ont, tous. Si on meurt, il va faire quoi? C'est la mort qui est tout le temps là. Et ça, c'est ça, proche aidant. C'est une responsabilité dont on ne se rend pas compte, mais qui nous envahit complètement. Puis aussi, tous les parents handicapés, dans des situations de handicap, vous diront tous, j'aimerais, moi, disparaître puis que lui soit guéri. Vous voyez, il y en a beaucoup qui disent ça. Les parents sont comme ça. Par là, moi, je prends toujours par là. Voilà. Je mets un peu la barre haut. Il y a des moments, justement, c'est magnifique de voir sa vie pour les enfants, quoi. Vous savez, vous êtes aussi parents. Donc, c'est une vie magnifique. Une vie magnifique, souvent, bien sûr, mais une vie qui met aussi la pression sur tout l'environnement.
depuis les amis jusque dans l'intimité de la famille. On se rend compte quand les choses s'apaisent un petit peu, on se pose un peu, puis on se rend compte que le couple, il a morflé. Et puis qu'on s'est perdu un peu dans tout ça. Et puis, c'est difficile. Et puis même la relation avec les grands, quoi. On essaye de toujours être là présent, mais on voit que tout le monde a un peu morflé dans l'histoire, quoi. Et c'est pas terminé. Parce que ça, voilà, elle est petite encore, donc il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de chemin à faire. Mais ça, c'est quoi? Je peux manger? Non, ça t'as pas le droit de manger. Tu peux donner à Marco. Pourquoi j'ai pas le droit? Ah, parce que ça, tu peux pas, toi, manger ça. Et pourquoi? Parce que tu vas t'étouffer. Tiens, Marco. Tu donnes à Marco. Tiens, merci. Voilà. Mon rêve, c'est qu'elle soit le plus autonome possible pour pouvoir vivre une vie de fille et de femme individuelle, seule, sans besoin de tout le temps avoir quelqu'un à côté d'elle. Ça serait mon rêve. Un sapin avec les photos. Les mains toutes seules, tu peux pas faire les devoirs. Le rêve d'une mère pour son enfant, bien sûr. Un horizon. Isabelle caresse aussi d'autres rêves. Des rêves pour elle-même, un peu fous, mais allez savoir. Des rêves qui s'allient à l'espoir d'une vie meilleure pour tous les siens. J'aimerais ouvrir un restaurant. Après, en réel, concret, voilà. Mais c'est de retravailler et puis de pouvoir retrouver une harmonie dans la famille, en fait. Quelque chose qui soit plus serein. Moins tendu, moins tout le temps Julia, elle s'étouffe, attention. Julia, attention, elle va tomber. Être un peu plus serein. Bonjour Mercedes Putéo. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes infirmière, vous êtes aussi directrice de l'association Espace Proche, une association qui vient en aide aux proches aidants dans le canton de Vaud. Alors on sort de ce reportage, de ces deux témoignages très forts, de deux mamans qui consacrent l'essentiel de leur temps sans vraiment l'avoir choisi à leurs enfants. Quel est votre sentiment après avoir vu ce reportage-là? Alors le premier mot qui me vient, c'est prochainement pour ces deux femmes, parce qu'il y a vraiment cet amour de se consacrer à ses enfants, à ce garçon, à cette petite fille, avec l'espoir d'un avenir meilleur, mais aussi beaucoup de questionnements et de craintes par rapport au futur. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est aussi mais quand je ne serai plus là, que va devenir mon enfant? Qui va s'en occuper? Parce que même s'il devient adulte, il aura toujours besoin d'aide. Donc c'est vraiment deux témoignages très touchants et c'est vraiment prochainement qui me vient en premier lieu. Bonjour Alexandre Douic. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous êtes grand reporter au quotidien Le Monde, par exemple, ou sur Arte. Et vous avez publié un livre qui s'intitule Un effondrement, qui est sorti chez Jean-Claude Lattès, aux éditions Jean-Claude Lattès. Et là, vous racontez dans ce livre, avec beaucoup de pudeur, beaucoup d'émotion et beaucoup d'amour, le burn-out que votre femme a traversé et la façon avec laquelle vous l'avez accompagnée dans cette maladie. Alexandre Douic, racontez-nous le rôle que vous avez joué à ses côtés. Alors, je lui ai demandé ce matin, je l'ai appelé, je lui ai dit qu'est-ce que j'ai fait en fait pendant 1 an et demi. Et elle m'a fait une petite liste. Ça vous embête pas si je vous la lis? Ah mais non, avec joie, merci. Alors, j'ai pris des notes. Merci à elle aussi. Oui. Elle m'a dit, tu m'as aidé, tu as été un pare-feu, tu as rassuré les enfants, tu as maintenu un cadre dans la maison et dans la famille quand les heures ne voulaient plus rien dire pour moi. Elle m'a dit, tu m'as laissé dormir. Et ça a été très, très important pour elle. Elle m'a dit, tu m'as aidé dans la moindre formalité quand je n'avais plus la force et plus l'envie d'écrire le moindre mail ou SMS, j'arrivais plus. Elle m'a dit, tu ne m'as pas laissé traîner en pyjama. Tu m'as aidé à retourner au dehors de la maison quand j'étais terrifié à l'idée de remettre le nez dehors. Et elle m'a dit, surtout, tu n'as jamais semblé désarmé. Et je pense que ce qu'elle veut dire par là, c'est que déjà, j'ai fait du mieux que j'ai pu, parce que je ne suis pas du tout un professionnel de l'aide. Et je n'étais pas du tout préparé à cette situation-là. Mais j'ai essayé de faire preuve le plus possible d'empathie, je pense, de mettre à sa place. Elle était là, sous mes yeux, à la maison. Et elle qui est une femme extrêmement dynamique, pleine de vie, pleine de force, etc. Presque du jour au lendemain, elle n'était plus la même. On ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et il fallait l'accompagner du mieux que je pouvais pour qu'un jour, peut-être, ça aille mieux. Et apparemment, ça a marché.
Mercedes Puteo, on voit à quel point, à travers cette très belle liste, à quel point un proche aidant est essentiel. Ça concerne 1,9 million de personnes en Suisse. Est-ce qu'il existe un statut formel de proche aidant en Suisse ? Alors, un statut formel à proprement parler, non, parce que, indépendamment du fait que les personnes puissent faire cet accompagnement, il n'y a pas une définition au sens strict de la loi qui définit ce statut. Bien que maintenant, au niveau fédéral, des lois vont être mises en œuvre, notamment pour des congés, des droits à des congés proches aidants, et ça, c'est une belle avancée, en tout cas en Suisse. Mais néanmoins, ce statut, il n'est pas encore spécifiquement défini et pas forcément toujours reconnu. Donc effectivement, le proche aidant, il se définit lui-même, au fond, par l'aide qu'il apporte, et il ne s'agit pas uniquement d'une quantité ou d'un nombre d'heures, mais de l'investissement que la personne donne pour la personne qu'elle aide. Et c'est ça, au fond, la définition du proche aidant. C'est une personne qui vient volontairement aider quelqu'un avec qui il a un lien, que ce soit un lien de parenté, un lien d'époux à épouse, ou à un ami, quelqu'un de proche. Donc on est dans quelque chose du lien intime et dans la volonté d'aider cette personne à qui on est attaché et qui nous est cher. Mais pardonnez-moi d'être prosaïque, Mercedes Puteo, mais est-ce qu'il y a un salaire de proche aidant qui existe ? Alors, un salaire de proche aidant, non, et c'est une question que nous avons souvent à l'association Espace Proche. C'est au fond, existe-t-il un salaire pour les proches aidants ? Alors, la définition même du proche aidant fait que c'est sur une base volontaire qu'on accompagne une personne. Alors, après, le volontaire, il peut être discuté. Les circonstances de la vie font qu'on est amené à le faire. Mais néanmoins, à partir du moment où on toucherait un salaire ou même où on serait bénévole d'une association pour accompagner des personnes qui ont besoin, on n'est plus dans le contexte du proche aidant. Alexandre Duic, est-ce que vous vous reconnaissez dans les mots, dans les définitions qu'a données Mercedes Puteo ? Absolument, oui. Si ce n'est que moi, je ne suis pas devenu un professionnel de l'aide, effectivement. En France, il y a un dispositif qui existe maintenant. Vous pouvez recevoir une indemnité journalière, je crois que c'est autour de 40 € à peu près par jour, à condition de renoncer à votre propre salaire. Vous ne pouvez pas cumuler les deux. Et vous devez avoir effectivement ce lien de père à enfant ou de conjoint, etc. Mais les choses bougent un petit peu quand même, mais pas assez. Et quand on voit le vieillissement de la population, quand on voit le nombre de burn-out qui explose, quand on voit le nombre de problèmes d'enfants handicapés, etc., il y a urgence effectivement à légiférer et à donner ce statut, parce qu'on n'est pas préparé à ça, mais si on peut être aidé, tant mieux, parce que c'est très compliqué, c'est très chronophage, c'est très fatigant, c'est épuisant. Et si on peut avoir une petite aide quelque part, effectivement, et une reconnaissance surtout. Alexandre Duic, il y a cette question très jolie dans le livre. Comment faire ? Comment je peux faire pour aider ma femme, pour la soutenir ? Est-ce que vous vous êtes senti peut-être seul ou peut-être démuni face à la maladie avec ce comment faire ? Ah oui, complètement, ouais. Alors c'est paradoxal parce que dans mon travail de journaliste, j'étais venu à Lausanne quelques semaines avant que son burn-out ne se déclenche pour faire une interview d'une psychologue, Nadia Drozd, qui est spécialiste du burn-out. Mais c'était vraiment dans mon travail journalistique. Et je lui avais posé la question, comment on repère un burn-out ? Elle m'avait donné quelques clés que je n'ai pas du tout appliquées à mon propre cas. Parce que quand je suis rentré à la maison, je n'ai pas pensé, je n'ai pas vu, je n'ai pas coché les cases, alors que c'était imminent et que ça s'est déclenché. Et quand ça s'est déclenché, oui, on est complètement dans l'improvisation, en fait. Et au départ, on ne sait pas du tout ce que c'est, donc on se renseigne, on lit, on se documente, on en parle avec elle, en l'occurrence, et puis on improvise pas à pas, sans savoir où on va, sans savoir dans quelle direction il faut aller, sans savoir combien de temps ça va durer, en commettant des erreurs, inévitablement. Moi, la première que j'ai commise, c'est que j'écris, je raconte au début du livre, c'est de l'avoir poussé à continuer à aller au travail avant que le burn-out ne se déclenche vraiment. Mais je disais, ça va passer, ça va aller, t'iras mieux demain, t'auras un week-end, t'auras des vacances. C'est presque une charge mentale, en plus d'être une charge d'accompagnant. Mercedes Puteo, est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on demande assez aux proches aidants comment ils vont ?
Alors, je pense qu'on ne le demande pas assez. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit évoluer. Et pour le demander plus souvent, il faut aussi que l'ensemble de la population soit sensibilisée à cette question des proches aidants, mais aussi, j'ai envie de dire, tous les professionnels de la santé, du domaine du social, et aussi ce réflexe de pas seulement s'occuper de la personne qui a un problème, qui est malade ou qui a une difficulté sociale, voilà, de toutes sortes, mais aussi au fond, de se retourner vers le proche et de lui dire « Et vous alors, comment c'est pour vous ? De quoi avez-vous besoin ? Qu'est-ce qui est difficile pour vous ? Comment est-ce qu'on pourrait vous venir en aide ?» Et ça, c'est encore des réflexes qui doivent se développer. Alors, il y a beaucoup de bonne volonté chez les professionnels du domaine social ou de la santé, mais il y a aussi à adopter ces nouvelles postures qui doivent être intégrées, au fond, dans la manière dont on s'occupe des personnes qui ont des difficultés sociales ou de santé. Et ça, c'est vraiment important. Mais la loi fédérale vient de changer en ce début d'année pour mieux concilier travail et prise en charge d'une personne, d'une personne proche qui est atteinte dans sa santé ou dans son autonomie. C'est une réelle avancée ou c'est un petit coup de pouce ? Alors, j'ai envie de dire c'est un peu les deux pour moi, parce qu'au fond, qu'au niveau fédéral, on ait une loi qui maintenant est entrée pour une partie et pour une autre partie au mois de juillet en application, c'est quelque chose de très positif parce qu'encore 2 ou 3 ans en arrière, on ne pensait pas que ça irait si vite. Donc il y a une réelle prise de conscience du monde politique de cette question et ça, on peut que s'en réjouir. Par contre, il est vrai que ce que cette loi propose, notamment 3 jours de congé pour les situations de proches aidants, comme dans votre cas, monsieur, c'est souvent pas suffisant au niveau de proches en activité professionnelle. Et puis, pour les parents d'enfants avec des maladies chroniques ou de longue durée, alors là, il y a 14 semaines qui sont déjà un petit bout, mais qui ne sont pas forcément toujours aussi suffisantes. Mais néanmoins, on peut se réjouir de cette avancée et on espère qu'il y aura d'autres évolutions dans le futur. Alexandre Duic, vous l'avez dit, vous êtes journaliste, vous êtes reporter, vous partez sur le terrain. Est-ce que ça vous est arrivé à vous, pendant l'année et demie où votre femme était malade, de devoir renoncer, de travailler moins pour la soutenir plus ? Ah oui, notamment de moins me déplacer, c'est sûr. J'avais une vraie appréhension à la laisser seule avec les enfants. Et de fait, elle n'en était pas vraiment capable, en fait. Et elle était trop fatiguée, elle était trop démunie, trop paniquée. À un moment dans le livre, je raconte comment elle-même s'en est souvenue après coup. Elle me dit, tu te rappelles quand il fallait juste lancer une machine à laver, juste faire une lessive. C'était insurmontable pour moi. Sortir le linge, aller le faire sécher, mais j'avais tellement plus de force que même ça. Et donc oui. Donc c'est à vous que revenaient toutes les tâches de la maisonnée. Oui, vraiment. Ouais. Après, presque tout. Ouais. Presque tout. Oui. Après avoir parlé de tout ça, Mercedes Puteo, c'est une transition un peu forte, mais est-ce qu'on peut parler du côté presque positif de ces situations? Est-ce que dans les cercles de parole que vous animez, il y a une façon peut-être de valoriser cette expérience-là qu'on vit quand on est proche aidant, ou ça n'est que charge? Alors oui, tout à fait. Je pense qu'il y a vraiment un côté positif et qui est mis en avant par les proches aidants eux-mêmes, justement dans ces groupes notamment. Effectivement, il y a toute cette charge, tous ces rôles nouveaux qu'il faut improviser et qu'il faut assumer parfois abruptement. Mais il y a aussi beaucoup d'expériences positives, de nouvelles compétences que les proches acquièrent et aussi parfois un questionnement de leur manière de vivre, de leurs valeurs, de leur projet de vie, qu'ils revoient sous un autre angle et qui questionnent aussi un certain nombre de choses. Et certains ont dit, mais aujourd'hui, je remercie presque la maladie de mon enfant ou de mon conjoint parce que ça m'a permis de voir des choses que je ne voyais pas avant. Donc du coup, il y a aussi beaucoup de choses positives et beaucoup de ressources qui se mettent en place et qui sont partagées aussi dans ces groupes de parole. Donc oui, il y a aussi beaucoup de positifs. Je vous voyais acquiescer, Alexandre Duic. Ouais. Ça vous a transformé, cette expérience-là, d'être un proche aidant? Ah oui, je pense. Ça a renforcé, je pense, ma capacité d'empathie, qui n'était pas forcément peut-être une première qualité que j'avais, mais là, vous n'avez pas le choix. Soit si vous n'êtes pas en empathie, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe, et donc vous allez, je pense, mettre une distance, et ça peut très mal tourner, notamment pour un couple.
Et je l'ai mieux comprise, elle. D'abord, je l'ai beaucoup plainte parce qu'elle était travailleuse sociale et les conditions de travail dans lesquelles elle exerçait son métier l'ont poussée et l'ont conduite au burn-out. Et je trouvais ça d'une injustice incroyable et révoltante. Et donc, je l'ai beaucoup plainte et après, je l'ai beaucoup aidée, mais je l'ai mieux comprise aussi. De passer du temps avec elle et de voir de quoi elle souffrait, comment elle remontait la pente aussi. Beaucoup d'admiration aussi, de respect. Donc je l'ai mieux comprise finalement. Donc comme vous le disiez, en tout cas le burn-out peut être contagieux au sein d'un couple. Et là, il faut faire vraiment attention, parce que si l'autre craque aussi, c'est ce que disait une des dames dans le film, si l'aidant craque à son tour, comment on va faire? Donc, on n'a pas le droit de craquer. Et en même temps, dans une forme de culpabilité. Est-ce que j'en fais assez ou est-ce que j'en fais pas assez? Est-ce que je suis pas un peu égoïste quand même, etc. Et finalement, quand les choses commencent à s'enclencher, à aller mieux, on se rapproche en fait. Et ça va mieux pour tout le monde en fait. On va évoquer brièvement la peur de la mort, qui est une très grande question existentielle et que chacune des mamans dans le reportage a évoqué. C'est une pression qui s'ajoute à ça, de se dire, si je disparais, que faire? Oui, tout à fait. Alors cette question-là, notamment dans des situations comme celle de parents d'enfants malades ou d'enfants handicapés, où c'est pas simplement quelques années ou quelques mois, mais là c'est pour la vie au fond. Et cette crainte, elle est extrêmement présente. Et c'est vrai que ça taraude beaucoup ces personnes-là. Et je pense que c'est important aussi avec ces personnes d'évoquer ces craintes-là pour au fond anticiper qu'est-ce qu'il est possible de faire pour, au fond, si ça devait arriver, alors quelle est la solution pour l'enfant ou le jeune adulte par la suite. Mais c'est vrai que c'est des choses qui perturbent énormément et qui travaillent énormément ces personnes, oui. Et on l'évoque assez régulièrement dans nos entretiens, mais aussi dans les groupes de parole. Ça vous a traversé l'esprit? Alors oui, j'y pensais, moi. Mon épouse, elle ne m'en parlait pas trop, peut-être pour pas me porter malheur. Mais quelque chose qui l'obsédait, c'était... et si jamais ça continue trop longtemps, si jamais tu ne me supportes plus dans cet état-là, si jamais tu me quittes, comment je vais faire? Elle était plus dans cette crainte-là, d'une éventuelle rupture, un ras-le-bol, etc. Et si je me retrouve toute seule, entre guillemets, comment je vais faire? Je pourrais jamais. Et j'avais beau lui dire que c'était même pas envisageable, mais c'était plutôt cette crainte-là qu'elle avait, effectivement, de se retrouver seule face à sa maladie et face à son état de l'époque. Demander de l'aide, Mercedes Puteo, et ce sera ma dernière question, c'est évidemment fondamental. On peut aller dans des cercles de parole, dans des associations. Vous me disiez finalement que c'était cantonal, c'est ça, en Suisse, les associations? Oui, alors en principe maintenant, en tout cas dans les cantons romans, chaque canton a mis en place un dispositif ou en tout cas un lieu d'appel pour les proches aidants. Alors qui plus, qui moins, en fonction de l'évolution des politiques proches aidants dans chaque canton. Mais effectivement, cette question-là, elle est prise en compte dans chaque canton. Et je dirais que c'est important de faire ce premier pas. Mais ce premier pas, il peut être fait que si on a conscience d'être proche aidant. Et puis que pour prendre conscience de ça, eh bien, il faut aussi que la société, les professionnels du domaine de la santé notamment, encouragent les proches aidants à demander de l'aide. Il reste encore beaucoup de tabous. En tout cas, toute cette liste de centrales téléphoniques cantonales, on va les mettre sur notre Facebook. Merci beaucoup à vous deux d'être venus. Et quant à vous, si vous voulez réagir, vous pouvez nous écrire sur nos réseaux sociaux ou à l'adresse fautpascroire@rts.ch.